BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. Bienvenue dans Grand Paris, l'actu est forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, les jeunes élus refont l'actu avec nous. Vous êtes habitués maintenant à cet exercice, tour d'horizon de l'actualité par des jeunes élus. Eh bien, les sujets ne manquent pas et comme on sait, ils sont tombés dans la politique tout petits, ils sont encore très jeunes, ils disent ce qu'ils pensent ou quand ils échappent à cette règle, eh bien, on leur fait savoir. Je reçois Camille Bedin, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national UMP en charge de l'égalité des chances. Edgar Minimbu, bonjour. Président des jeunes élus de France, président et maire d'Aubervilliers, maire socialiste adjoint d'Aubervilliers. Voilà, je vais y arriver. Jérémy Cos, bonjour. Bonjour. Président des jeunes centristes, le nouveau centre donc. Et Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des jeunes avec Marine, donc Marine Le Pen, bien sûr. Alors, évidemment, c'est le moment Hollande en ce moment. Il y aura peut-être un moment Sarkozy dans quelques jours, mais pour le moment, on est encore dans la séquence Hollande. Annonce de ses 60 propositions à la Maison des Métallos. Grande émission sur France 2 hier. On va parler longuement sur le fond de son programme, de ce que vous en pensez. Puis peut-être un peu sur la forme déjà, pour commencer. Je voudrais revenir sur cette émission de France 2 avec les commentaires qui ont pu apparaître, je dirais encore une fois, plus sur la forme que sur le fond. Notamment cette idée d'une confiance. Confiance ou excès de confiance. Première question que je pose sur ce plateau. Camille? Oui, j'ai trouvé qu'il faisait preuve de pas mal d'arrogance, pensant déjà qu'il était président de la République et que finalement il n'y avait pas besoin d'aller voter le 22 avril et le 6 mai, parlant d'ailleurs du second tour comme s'il y était déjà, enfin, parlant de ses ministres, bon, un peu hallucinant, mais sans revenir là-dessus, parce que ça, on lui laisse. J'ai trouvé qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait hier et qu'il n'a pas répondu sur le fond à beaucoup de questions. Alors le fond, on va y revenir. Juste cet aspect suffisant, arrogant, normal? Non, simplement on a vu effectivement un candidat qui se prépare à une échéance qui est digne. Porter la parole des Français et devenir président de la République, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Faut le préparer depuis bien des années. On l'a vu depuis le début de la primaire jusqu'à maintenant, la montée en puissance de François Hollande. On l'attaque parce qu'il fait pas de propositions, et quand il fait des propositions, et des propositions concrètes, des propositions chiffrées, on l'attaque encore. Mais à vrai dire, je pense avant tout que c'est une technique de nos amis de l'UMP qui ont l'habitude de mener des manœuvres quand la gauche fait des propositions. Alors, Jérémy Cos, même question, il a le ton juste ou il est arrogant? Caroline Brun, hier, je crois que les Français ont assisté à un jeu d'hypocrisie totale, que ce soit de la droite comme de la gauche. Les deux camps, la droite et la gauche, se succèdent alternativement depuis 40 ans, depuis 30 ans, et les Français y croient encore. Et moi, j'ai envie de dire qu'en 2012, on risque de faire face à un remake de toutes les autres élections. On a le même film devant nous. C'était Juppé, en l'occurrence. Oui, c'était Juppé. On a le même film, on change les acteurs, c'est tout. Et bien, moi, je propose aux Français qu'ils changent une bonne fois pour toutes de scénario. Il est temps de proposer des choses nouvelles. Julien Rochdy? Moi, je crois qu'il n'y a pas que Hollande qui est arrogant. En fait, toute la classe politique, qu'elle soit effectivement de gauche, de droite, ou, excuse-moi Jérémy, mais aussi du centre, parce que François Bayrou, il me semble, a été ministre, tous, ils s'imaginent que, de toute manière, il n'y a que eux qui peuvent être élus, parce que il n'y a qu'eux qui, finalement, puisqu'ils mènent en réalité la même politique, sont validés, avalisés par un certain système, par une certaine marche des choses. Sauf que cette marche des choses, ça ne marche pas précisément. Depuis 30 ans que ces mêmes partis sont au pouvoir, c'est le déclin en tout et pour tout. Donc Hollande est arrogant, il pense effectivement qu'il sera président de la République, mais les autres le sont aussi. Il serait peut-être temps de leur montrer qu'il y a une alternative à leur politique. Non mais Julien a raison sur un point, c'est que finalement la droite et la gauche ont fait des choses mauvaises, parfois bonnes, comme le disait Julien, mais je voudrais juste rappeler aux auditeurs de BFM Business que le Front National a également été à la manette dans certaines collectivités et on en voit le résultat. C'est un peu facile de dire que la droite, la gauche et le centre font mal. Regardez aussi votre bilan. Alors il y a eu je vais répondre là-dessus. Il y a eu 3 pauvres villes, dont, enfin, simplement Orange, ville, oui, après petite ville, il y a plus de 10 ans, plus de 20 ans maintenant, et Orange, qui a été pris par un maire qui était à l'époque du Front National, a été la ville la mieux gérée de France. Alors on va pas repartir sur les municipales, c'est pas notre sujet. Camille Bedin, sur cette idée au fond qu'il y a des challengers, il y a des favoris, que vous avez entendu ce que on vient de vous dire en face de ce plateau?
Il y a un ultra favori des médias en ce moment qui est François Hollande, qui est le candidat désigné par le système. Bon, écoutez, regardez ce qui s'est passé dimanche dernier. Il a réuni 15 000 personnes dans une salle. On a eu l'impression que jamais en France on a fait de tel meeting. Je rappelle simplement que Nicolas Sarkozy a réuni 80 000 personnes il y a 5 ans. Mais peu importe. Vraiment ça, je trouve que c'est pas intéressant. J'aimerais simplement parler sur le fond. Non, mais c'est vrai, il faut parler sur des propositions. Nous, aujourd'hui, on a des propositions concrètes. On va aller sur le fond dans pas longtemps, mais les si je peux simplement terminer ma phrase, c'est juste pour dire... C'est simplement sucrer un morceau de gâteau et ne pas aller sur le fond, donc entamons le gâteau et allons dans du concret. On va aller sur le fond, mais c'est justement ce que j'allais faire, si je peux juste terminer ma phrase, merci beaucoup, simplement pour dire que on a eu effectivement un programme, et parlons-en, des mesures, aucune pour baisser, diminuer la dette, aucune pour lutter contre le chômage. Tout pour revenir en arrière. Voilà ce que nous propose François Hollande. D'ailleurs, il l'a dit. Il a parlé de François Mitterrand comme son modèle. Moi, je voudrais simplement le dire. On est, nous, ici, la génération que François Mitterrand a sacrifiée. Et bientôt, on va être celle que François Hollande va faire payer. Quand on parle du contrat de génération, c'est des emplois. Je pense pas que François Hollande s'est orienté dans... Payé par comment? Alors, rentrons dans le détail. Le contrat de génération va coûter 2,3 milliards d'euros. Edgar Minabut, 60 propositions. Qu'est-ce que vous retenez de ce programme et en quoi il répond aux problèmes actuels de la France? Sur effectivement ce qu'on peut retenir de ce programme, les éléments forts, c'est avant tout que François Hollande s'adresse à la jeunesse, parce que bien souvent, je pense qu'il y a des jeunes qui se perdent et qui vont dans des partis tels que le Front National, parce qu'ils ont peur de l'avenir. Aujourd'hui, François Hollande a proposé le contrat de génération qui va coûter effectivement 2,3 milliards d'euros, mais tout en démontrant comment ça allait être financé. C'est avant tout, il y a une grande réforme sur la fiscalité qui va avoir lieu. Une fiscalité juste, c'est-à-dire faire payer les ménages les plus aisés en France et une partie des acteurs économiques. Enfin, si tu peux me permettre, tu disais que les jeunes ont peur de l'avenir, mais il n'y a rien dans le programme de François Hollande qui apportera de la croissance. La croissance est un mot qui est totalement oublié de votre programme, et notamment un terme qui est utilisé qu'une seule fois, compétitivité. Le programme de François Hollande a été analysé par tous les économistes. La crise pourra se régler si on retrouve la croissance. Or, la croissance n'existe pas chez vous. Pragmatique. On part en 2012 sur une croissance de 0,5%. Votre pragmatisme, c'est de dire que nous n'aurons aucune croissance. Ne vous étonnez pas que les jeunes vont quitter, vont venir chez nous. Vous ne leur apportez aucune solution. Au contraire, vous leur dites qu'il n'y a plus de croissance. Vous essayez de, comment dire, nous voulons sortir de la crise, vous voulez vous arranger avec la crise en mettant des rustines à droite à gauche, mais on le voit bien, votre programme, je vous dis, ne peut pas apporter de la croissance, et d'ailleurs nulle part on peut voir. Que proposez-vous? Allons dans du concret, que proposez-vous? Eh bien, c'est très simple alors, je vais vous le dire. La révolution? Non, la croissance viendra, tout le monde s'accorde à le dire, de la réindustrialisation. C'est-à-dire que si l'on produit à nouveau en France, on pourra retrouver de la croissance. Et ça, tout le monde en parle, que ce soit le centre, Sarkozy ou Hollande, tout le monde parle de la réindustrialisation. Sauf que vous en parlez, vous l'invoquez, ce ne sont que des incantations. Moi, je connais exactement ce qu'il faut faire pour justement réindustrialiser un pays. C'est ce qu'a fait l'Argentine, c'est ce qu'a fait le Brésil. Protectionnisme, dévaluation monétaire et engagement de l'État. Voilà. Alors, Jérémy Coste. Non mais, je vous parlais de remake. Le discours de François Hollande, augmentation des impôts. Les Français ont-ils envie que les impôts augmentent? Je vous parlais de remake. Les Français, ils n'augmentent pas pour tous les Français, les impôts aussi, dans ce programme? Non, mais globalement, du tout. Les impôts augmenteront. Il faut arrêter d'être dupe. Quand on voit le projet de François Hollande, on sait très bien qu'en fait, tout le monde payera. Eh bien ça, c'est inacceptable, c'est irresponsable. Et quand on voit aussi les emplois jeunes, les contrats d'avenir, maintenant on les appelle remake encore une fois, on a créé les emplois jeunes. Les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est pas des emplois jeunes, c'est pas des emplois aidés, ce qu'ils veulent, c'est une bonne éducation qui leur permet d'avoir une bonne orientation et un bon emploi, un emploi durable. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas des emplois fictifs. Et enfin, Jérémy, que ce soit Morin ou Bayrou, tout le monde s'accorde à dire que leur programme économique, il se résume qu'en un mot, c'est austérité. Voilà. Oui, donc le programme de Marine Le Pen, c'est exclusion de ceux qu'on n'a pas envie de voir sur le territoire, c'est sortie de l'Europe alors qu'on construit un projet depuis 50 ans au niveau de la solidarité. C'est un projet parce que quand on s'exclut d'une zone économique européenne, on ne s'exclut pas, on veut la renforcer quand on va en sur naturel. Camille Bedin. Merci. Est-ce qu'on peut revenir concrètement sur les mesures économiques? Parce qu'il y en a un peu marre que tout le monde esquive dès qu'on parle de ça. Ah, moi, j'esquive pas. Je demande qu'on y entre. Si, je vais te dire pourquoi. Il faut distinguer deux choses. Les mesures qui sont financées par les hausses d'impôts,
Et ça, effectivement, il y a des mesures dans le programme de François Hollande qui sont financées. Simplement, elles sont financées sur le dos de ceux qui travaillent. Il y a 23 nouvelles taxes. Laisse-moi terminer simplement. Oui, sur le dos de ceux qui travaillent. Non, il y a 23 nouvelles taxes fiscaux mises en place par Nicolas Sarkozy. On peut les citer une à une. Exonération des heures supplémentaires. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît, une phrase ou pas? Camille Bedin s'énerve. On va supprimer l'exonération sur les heures supplémentaires. 9 millions d'ouvriers, 9 millions de salariés qui aujourd'hui bénéficient de ces heures supplémentaires. Vous allez leur supprimer. On va supprimer le quotient familial ou le modifier pour un grand nombre de ménages. Vous allez supprimer les exonérations sur les droits de succession. Voilà la série d'impôts que vous allez imposer aux classes moyennes. Et puis je termine là-dessus. Il y a une deuxième expression de Nicolas Sarkozy. C'est ce que vous financez. Allez demander aux Français si c'est le cas. Écoutez, je termine juste là-dessus. Ça, c'est ce que vous financez par des hausses d'impôts sur les classes moyennes. Et puis il y a une deuxième chose dont François Hollande n'a jamais parlé hier soir, c'est comment est-ce qu'on fait baisser la dette. Parce que d'accord, vous financez un certain nombre de mesures, mais vous ne à aucun moment il y a des mesures structurelles pour faire baisser la dette de notre pays, dette qui a été créée en 1980 par François Mitterrand, modèle de François Hollande. Est-ce que nous les jeunes, on a envie de recommencer là-dedans pendant 30 ans? Est-ce que nous on a envie de continuer là-dedans pendant 30 ans? Réponds-moi. Est-ce que tu as envie que dans 20 ans, réponds-moi, est-ce que tu as envie, on retrouvera l'équilibre budgétaire? Jamais de la vie. Est-ce que dans 20 ans tu as envie d'être dans la situation dans laquelle Mitterrand nous a mise, avec une dette publique maximale, avec un chômage qui est énorme, qui a dépassé les 10% sous François Mitterrand. Est-ce que c'est ça que nous propose François Hollande? D'un jeune de l'époque de François Mitterrand, je sais pas, on est de la génération Mitterrand, donc forcément on a... Oui, sacrifié, t'as raison. On n'est pas la génération sacrifiée. Je pense que quand la gauche était en responsabilité, je pense que les avantages que les uns et les autres avaient et la situation de vie des uns et des autres était meilleure que celle de maintenant. Aujourd'hui, on a un président, on a un président aujourd'hui, un président de la République qui est le recordman de tous les déficits. Mais ça, parlons-en de la crise économique, parce que François Hollande n'en a pas beaucoup parlé de la crise économique hier soir. Si je résume ce que vous venez de dire, vous dites quand on dit qu'il veut augmenter les impôts sur les riches, c'est pas vrai, il va les augmenter aussi sur les classes moyennes. Je pense que c'est une partie du débat que nous pouvons avoir après la pause sur cette partie du programme de François Hollande. On se retrouve dans quelques instants. Aujourd'hui, dès 15h, Intégral Bourse. Toute l'info qui fait bouger les marchés est sur BFM Business. Il est 14h18, nouveau point sur les marchés sur BFM Business. Le CAC 40 recule un petit peu, moins 0,5%, 3348 points pour le CAC. Les autres places européennes également en repli. L'Eurostock 50 perd 0,3%, un repli essentiellement technique aujourd'hui, après une belle hausse hier. La lanterne rouge aujourd'hui du CAC 40, c'est BNP Paribas, moins 3% à 34,72 €. Crédit Agricole aussi recule d'1,6%. Secteur bancaire plombé par des commentaires très méfiants de JP Morgan. Également en repli aujourd'hui, Peugeot perd 2,5%. À la hausse en revanche, Carrefour, toujours porté par l'espoir d'un changement de direction. Le titre Carrefour gagne 0,8%. Accor fait mieux, Accor gagne 3% aujourd'hui. C'est le champion du jour sur le CAC, Accor à 24,09 €. Dans un marché donc en léger repli, moins 0,4%. L'euro au contraire progresse un peu, 1,3140 $. On attend maintenant le PIB américain du 4e trimestre. Le chiffre va tomber dans maintenant 10 minutes et on le vivra en direct dans 10 minutes sur BFM Business. BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. Prenons notre tour d'horizon de l'actualité avec de jeunes élus. Je reçois Camille Bedin, secrétaire national UMP en charge de l'égalité des chances, Edgar Minimbu, président des jeunes élus de France et maire adjoint socialiste d'Aubervilliers, Jérémy Coste, président des jeunes centristes Nouveau Centre, et enfin Julien Rochdy, le président des Jeunes avec Marine Le Pen. Alors, on a bien compris que seul Edgar Minimbu avait trouvé sur ce plateau le programme de François Hollande à la hauteur des enjeux. Vous lui avez dit pourquoi vous estimiez que ce n'était pas à la hauteur les uns et les autres. Beaucoup d'économistes.
Absolument, ça c'est un autre sujet. Je parlais du plateau ici. Je voudrais juste, avant qu'on rentre dans le reste des sujets, peut-être l'emploi à travers ce programme et puis le commentaire de la hausse toute récente encore des chiffres du chômage, juste sur un point qui est assez, moi que j'ai trouvé assez curieux, cette espèce d'effet de mistigris employé par François Hollande pour ne pas utiliser le nom de Nicolas Sarkozy et puis donc amené par Alain Juppé, c'est son espèce de petite blague autour de Sarko, une familiarité qu'on imagine moyennement dans la bouche d'Alain Juppé, qui a donc amené le candidat Hollande à parler de Nicolas Sarkozy, dont il ne voulait pas évoquer le nom. Alors est-ce que vous comprenez et est-ce que vous pensez que c'est compréhensible pour le reste des gens? Camille Bedin. François Hollande se définit tellement en opposition à Nicolas Sarkozy et tellement pas par lui-même que j'imagine que sa stratégie c'est de commencer à exister par lui-même, donc en ne citant pas le président de la République. C'est très révélateur d'un candidat qui ne sait pas exister tout seul et qui a toujours besoin de se définir en opposition à quelqu'un, comme l'a révélé son discours au Bourget. Edgar. C'est vrai qu'on le voit depuis le début des primaires à maintenant que François Hollande s'est uniquement axé sur Nicolas Sarkozy sans aucune proposition. François Hollande a basé toute la campagne depuis le début de la primaire sur uniquement des propositions. C'est-à-dire que même quand il était en face pendant la primaire en face de d'autres collègues de gauche, il se concentrait uniquement sur les propositions qu'il pouvait faire aux Français afin de créer une dynamique et de faire en sorte de proposer des solutions qui répondront à l'attente des Français. Mais par contre, encore une fois, sur l'émission qui a eu lieu sur France 2, la droite, parlons de l'UMP, a envoyé, comme disait Chirac, le meilleur d'entre eux, Juppé, justement pour essayer de déstabiliser François Hollande. On a vu ce que ça a donné. François Hollande était au-dessus de la mêlée, encore une fois. Jérémy Cosse, vous êtes d'accord? François Hollande s'y voit déjà, ça c'est clair. Il est déjà en train de composer son gouvernement. Il ne parle pas des autres, comme si lui seul existait dans le débat politique. Et d'ailleurs, les médias l'aident beaucoup. D'ailleurs, les médias l'aident beaucoup à relayer cette idée-là. Et moi, je dis que aujourd'hui, je pense que la France est face au mur et que face à ce mur, il est important et urgent de trouver de nouvelles solutions, des idées nouvelles. Et ces idées nouvelles, elles ne peuvent pas être proposées par un clan de droite ou un clan de gauche qui propose les mêmes choses depuis 40 ans. On change un tout petit peu les choses. Je pense qu'aujourd'hui, les Français doivent voir ça en face et doivent voter pour un candidat qui propose une union, qui mette toutes les bonnes idées au service de la France, au service des Français. Ils doivent voter pour un candidat centriste. Ça me semble urgent et important. Justement, Jérémy, juste pour revenir, c'est pour ça que François Hollande accorde toutes ces propositions et s'exprime aux Français. C'est vrai qu'il ne s'exprime pas aux candidats. Nicolas Sarkozy veut pas. Attendez, non, on comprend plus là. Je voudrais que Julien Rochdy nous dise s'il a trouvé intéressante cette idée de cette tentative, au moins de ne pas évoquer, ne serait-ce que le nom de Nicolas Sarkozy. Mais c'est très clair, à mon avis. C'est que c'est son frère honteux. Ils veulent le cacher parce que, en fait, s'il ne veut pas l'évoquer, c'est pour pas mettre en exergue justement qu'il est d'accord sur à peu près tout ce qui détermine réellement l'avenir de la nation. Il est d'accord sur l'euro, il veut le conserver à tout prix exactement comme Nicolas Sarkozy. Il est d'accord sur le besoin d'une immigration massive exactement comme Nicolas Sarkozy. Il est d'accord sur le pouvoir des grands groupes financiers, contrairement à ce qu'il fait croire, parce que honnêtement, tout ce qu'il propose pour lutter contre la finance, c'est de séparer les banques de dépôt et les banques d'investissement, ce qui est déjà dans notre programme depuis des mois, et ce qui est en réalité un petit caillou, simplement qu'il essaye de déguiser en char d'assaut, mais ce n'est rien pour lutter contre la finance internationale. Donc en fait, il est d'accord sur tout avec Nicolas Sarkozy, sur vraiment, je vous dis, les grands axes. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il vote à 97% les directives européennes lorsqu'ils se retrouvent à Bruxelles. Donc quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils font mine de s'opposer, c'est du cinéma. Et à Bruxelles, là où on prend vraiment les choix importants pour l'avenir de la nation, ils sont d'accord à 97%. Donc c'est pour ça que Hollande, s'il veut se faire élire, il ne doit pas parler de Nicolas Sarkozy, parce qu'en réalité, on se rendrait compte à ce moment-là que leur programme... Blanc bonnet, bonnet blanc. Alors Jérémy Cosse, parlons un peu des centristes, parce que vous venez d'évoquer au fond l'idée qu'il y ait des candidats dans le système et puis des candidats anti-système. Candidats anti-système, à un moment donné c'était en effet Marine Le Pen, puis on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde dans l'anti-système, Jean-Luc Mélenchon, et puis d'une certaine manière François Bayrou. Jérémy Cosse, j'ai pas bien compris, vous soutenez qui finalement ?
Moi, je soutiens l'idée, et c'est pas la langue de bois, Caroline Brun, je soutiens l'idée qu'en 2012, au premier tour de l'élection présidentielle, la France a besoin d'être à la rencontre des idées centristes, des idées qui sont aujourd'hui vraies. Quand on voit les évolutions du président de la République, on voit bien qu'il écoute les centristes, et quand on voit les propositions des socialistes, on voit qu'elles se rapprochent des idées centristes. Donc moi, je soutiens l'idée qu'un candidat centriste fasse le meilleur score au premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, force est de constater que François Bayrou est le mieux à même de représenter dans l'opinion ces idées centristes. Mais quelles sont les idées de Bayrou ? Pour l'instant, je ne dis pas que je soutiens François Bayrou. On a, nous, le Nouveau Centre, un congrès le 25 février. Hervé Morin nous dira si à ce moment-là, il est candidat définitivement ou non. Et à ce moment-là, les militants du Nouveau Centre décideront ce qu'il est important de faire. Hervé Morin, Jérémy peut nous dire quelles sont les idées du Centre, justement. Ah ben là, ça ferait tout un plateau. Là, non, parce qu'on attend le programme de Bayrou. Oui, je pense que ça ferait tout un plateau, puisque quand on voit les propositions des centristes, elles sont aujourd'hui celles qui sont reprises. On attend toujours le programme de François Bayrou, en l'occurrence. Je suis pas là pour vous donner le programme de François Bayrou. Je suis là pour vous dire que les idées des centristes sont reprises à chaque fois. Et moi, je dis que les Français préféraient certainement l'original à la copie, qu'elle soit de droite ou de gauche. Un exemple sur là où on se rejoint, c'est sur le discours sur la dette. Sauf qu'il y a François Bayrou qui est dans le discours et nous qui sommes dans l'action depuis 5 ans. François Bayrou était tout à fait libre de rejoindre le gouvernement pour agir avec nous sur ce domaine-là. Et sur la dette, Sarkozy tout seul. Sur la dette, c'est pas vrai. Alors je reviens là-dessus, c'est important. 60% de la dette. Plus que ça, 640 milliards. Non, 60% de la dette est due à l'accumulation dont je parlais tout à l'heure depuis 1981 de budget sans arrêt déficitaire. Pour la première fois depuis quelques années, dans ce gouvernement, nous sommes revenus sur une trajectoire qui nous mène, si on la poursuit telle quelle, à l'équilibre en 2017. Mais ça veut dire quoi? Si on parle un peu sérieusement, ça veut dire en 2016 et en 2017 pour François Hollande. Merci de m'avoir rectifié. Merci de me rejoindre. Parce que c'est tout à fait juste grâce à la réforme des retraites que nous avons faite, sur laquelle nous voulons revenir. Grâce à la réforme générale des politiques publiques, grâce à la réforme de la carte hospitalière, de la carte judiciaire, grâce au non-remplacement. Personne ne dit que l'UMP n'a rien fait de bon. Nous, on n'est pas là pour dire que l'UMP n'a rien fait de bon. On est d'un fonctionnaire sur 2 qui part en retraite. Tous ces points-là sont... Non, parce que c'est bien beau de faut pas cacher toutes les dérives droitières et populistes de la droite. Il ne faut pas les cacher. Alors, on va parler. C'est simplement bien beau, je termine juste là-dessus, de parler d'idées, de dire le système, l'antisystème. Oui, c'est beau de parler d'idées, ce serait mieux. Oui, parlons un peu du bilan, de ce qu'on a fait. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Mais quand on parle de bilan, il faut parler de tout le bilan. Alors, on va parler de tout le bilan. Est-ce que tu trouves ça normal qu'aujourd'hui, on exclut des étudiants parce qu'ils viennent de l'étranger, qui sont en train de mener des projets? Eh bien oui, on est revenu sur cette long. Mais aujourd'hui, on continue d'exclure des gens et ça, c'est inacceptable. L'affaire des étudiants étrangers, c'est un plateau à soi tout seul, donc on ne va pas le refaire. En revanche, on va marquer une pause et on reviendra sur la nouvelle attitude de Nicolas Sarkozy. Un peu de prospective dimanche et au-delà. Il est 14h28, nouveau point sur les marchés sur BFM Business. Le CAC 40 recule de 0,5% en ce moment, 3347 points. Les autres places européennes également en repli de 0,3%. Très très léger repli. Alors maintenant tout va dépendre d'un chiffre. Et il va tomber dans quelques minutes ce chiffre. C'est le PIB américain du 4e trimestre. On va voir si l'économie américaine tient ses promesses. On sait qu'elle résiste bien à la crise, cette économie américaine, depuis quelques mois. Eh bien on va voir si ça se confirme sur ce PIB du 4e trimestre. Les économistes sont optimistes, ils espèrent une croissance de 3%. On aura ce chiffre officiel donc dans quelques minutes et on va vous le donner bien sûr en direct sur BFM Business dans le journal de l'économie. En attendant, le secteur bancaire recule. BNP Paribas est lanterne rouge aujourd'hui du CAC 40, moins 3,3%, 34,63 €. Et pourtant, bonne nouvelle, le marché obligataire se détend aujourd'hui. Le 10 ans italien est sous les 6%, à 5,95 pour le 10 ans italien. D'ailleurs, l'Italie a largement réussi ce matin son émission obligataire. C'était une émission à court terme, le vrai test pour l'Italie. Ce sera la semaine prochaine avec des émissions à plus long terme, notamment des émissions à 10 ans. Ce sera un vrai test qu'on suivra sur BFM Business. En attendant, l'euro est en hausse à 1,3136 $ et le CAC, lui, au contraire, il consolide, prise de bénéfice, moins 0,5%. Il est 14h29, tout de suite l'essentiel de l'info. Marie Dupin.
La Russie prévient déjà, elle opposera son veto à toute résolution de l'ONU exigeant le départ de Bachar al-Assad. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui sur la situation dans le pays. Selon l'UNICEF, 384 enfants ont été tués depuis la mi-mars en Syrie. 2 personnes mises en examen dans l'affaire des prothèses mammaires PIP après le fondateur de la société, Jean-Claude Masse. C'est le président du directoire, Claude Couty, qui est mis en examen pour blessure involontaire. Un soulagement pour les victimes, selon l'avocat de l'association des femmes porteuses de prothèses PIP. Ils recevront 11 000 € et en échange renonceront à toute action légale contre la compagnie de croisière Costa Croisière. La société a signé un accord avec plusieurs associations de consommateurs. Cet accord ne concerne pas les blessés dont les dossiers seront étudiés au cas par cas. En Espagne, ça ne s'arrange pas sur le front de l'emploi. Le nombre de chômeurs dépasse désormais la barre historique des 5 millions. Police, le film de Maïwenn largement en tête des nominations au César. La liste a été présentée tout à l'heure. Jean-François Cluzet et Omar Sy se retrouvent en compétition pour le César du meilleur acteur. Du tennis, c'est la 2e demi-finale de l'Open d'Australie. Le Serbe Novak Djokovic affronte en ce moment le Britannique Andy Murray. Le vainqueur rencontrera dimanche Rafael Nadal en finale. Et puis du football et un nouveau venu au Paris Saint-Germain, c'est l'entraîneur Carlo Ancelotti qui l'annonce. Le défenseur brésilien de Chelsea, Alex, rejoint le club parisien. Une conférence de presse aura lieu tout à l'heure. BFM Business, il est 14h30. Le journal de l'économie avec Aurélie Blonde. C'est l'indicateur macroéconomique du jour, la première estimation du PIB américain au 4e trimestre. Pour en parler en ligne avec nous, Emmanuel Dutheil, le correspondant de BFM Business sur place. Emmanuel, les analystes tablaient sur une croissance de 3%. Alors, est-ce une déception ou pas ? C'est une petite déception, effectivement, puisque le chiffre ressort à 2,8% de progression sur ce tout dernier trimestre de l'année, avec notamment une consommation des ménages qui s'est avérée moins vive que ce que l'on aurait pu espérer jusque-là. Du coup, c'est vraiment l'opération de restockage qui permet à cette économie américaine d'accélérer, puisque c'est quand même ça le plus important. 2,8, c'est une petite déception, mais c'est largement supérieur au 3e trimestre. Je vous rappelle que le chiffre du 3e trimestre était de seulement 1,8% de croissance. C'est la meilleure performance sur l'année pour cette économie américaine qui donne quand même de sérieux signes d'accélération, même si tout cela pourrait ne pas se poursuivre, puisque sur le début de l'année, les prévisions des économies sont beaucoup moins encourageantes, notamment toujours et encore à cause de cette consommation des ménages, puisque même si elle a été moins importante que prévu à la fin de l'année, elle est restée extrêmement solide, mais ça pourrait être compliqué dans les mois à venir, tout simplement parce que le chômage reste toujours à des niveaux très très élevés et le pouvoir d'achat du coup des Américains, lui, n'augmente pas suffisamment vite pour continuer à soutenir cette consommation moteur de l'économie américaine. Emmanuel Dutheil, le correspondant de BFM Business aux États-Unis. La réaction des marchés est immédiate. La bourse de Paris s'enfonce dans le rouge. Peut-être bientôt l'épilogue sur la restructuration de la dette grecque. Un accord pourrait intervenir dans la journée ou plus tard ce week-end. C'est ce qu'affirme Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques. Pour Jean-Claude Juncker, cet accord ne suffira pas. Selon le président de l'Eurogroupe, les États devront eux aussi intervenir. L'Espagne s'attaque à ces régions laxistes. Le gouvernement a présenté ce matin son projet de loi de stabilité budgétaire, un texte qui interdit aux 17 régions d'être en déficit à partir de 2020. La tendance se confirme en zone euro. Les crédits aux entreprises continuent de ralentir avec une hausse de seulement 1% en décembre contre 1,7% en novembre. Les chiffres de la Banque de France viennent d'ailleurs confirmer cette tendance. L'État apporte son soutien au projet Skylander. Il va investir 60 millions d'euros dans l'avion de transport à hélice du français Jessie, la moitié au titre du grand emprunt, l'autre via le FSI. Total se renforce en Asie en partenariat avec Samsung. Le groupe va investir dans un site pétrochimique coréen. L'enveloppe s'élève à près de 2 milliards de dollars. Total qui prévoit d'ailleurs de réaliser des investissements records cette année. Une annonce de Christophe de Margerie, le PDG, ce matin sur BFM Business. Et puis de grands noms du parfum condamnés pour entente sur les prix. La Cour d'appel a confirmé ce matin une décision de 2006. L'amende totale s'élève à 40 millions d'euros. Sont visés Chanel, Guerlain, L'Oréal, Marionneau ou encore Sephora. BFM Business, il est 14h34. BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. On retrouve notre tour d'horizon de l'actualité par de jeunes élus sur ce plateau. Ils sont 4. Alors, on a beaucoup parlé de François Hollande. On va parler un petit peu de la stratégie de Nicolas Sarkozy. D'abord, cette fin de carrière qu'il évoque. Et puis aujourd'hui, c'est la une du Monde. La possibilité qu'il évoque des regrets. Alors, Jérémy Cosse, est-ce que c'est, on peut dire, faute avouée est à demi pardonnée? C'est une bonne tactique?
Là, je trouve qu'on c'est aberrant de dire ce genre de choses. Il est le président de la République et on attend du président de la République qu'il soit aux manettes jusqu'au bout, surtout quand on voit la situation de crise actuelle. Bon, Camille Bedin. C'est exactement ce qu'il fait. Je crois qu'il est aux manettes jusqu'au bout. Dimanche, il va encore nous parler de la crise, ce que n'a pas fait François Hollande hier soir. S'il exprime des regrets, par exemple, c'est habile, les Français attendent ça. C'est absolument pas à moi de le dire. Moi, ce que je pense, c'est que pendant 5 ans, on peut penser ce qu'on veut de Nicolas Sarkozy, on peut aimer certaines choses, moins d'autres, trouver que sur certaines choses, il est allé trop loin ou pas assez loin. Ça, c'est certain, chacun a son avis là-dessus. La certitude, c'est que pendant 5 ans, il a réformé dans des circonstances extrêmement difficiles, extrêmement graves, une crise internationale jamais vue, des crises géopolitiques dans tous les coins du monde. Il a été aux commandes. Alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas de ne pas avoir été le capitaine de bateau du navire France dans cette tempête-là. Et je crois que, en tout cas, c'est mon vœu, on l'est encore pendant 5 ans parce qu'on a encore des mois difficiles à traverser et des réformes très importantes à faire. Edgar Minimbu. Je pense simplement qu'à l'UMP, on peut toujours souhaiter ce que vous voulez, mais la réalité, c'est les chiffres qui le disent. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, veut susciter la compassion des Français en se positionnant en victime, alors que c'est un bourreau. On l'a vu, il a mis Il faut peut-être pas exagérer quand même, Edgar. On n'en est pas loin, il a mis la France à terre. 1 million de chômeurs en plus en 5 ans, c'est des chiffres parlants. La crise économique, sur l'idée des regrets exprimés, de je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, etc. C'est le mea culpa quand on est justement, président. je l'ai dit, il se positionne dans une stratégie comme l'a fait Chirac dans le passé. C'est tout simplement, il cherche à susciter la compassion des Français et faire en sorte que les Français votent pour lui par une espèce de sympathie, alors qu'il ferait mieux de se consacrer à son travail et de faire des propositions qui relèvera la France dans la situation dans laquelle lui est le seul responsable a mis la France. Oui, sauf que je vous ai compris de 2012, ça passera pas cette fois. Julien Rochdy, sur cette idée au fond qu'un homme politique un peu en difficulté, il faut bien le dire, dans les sondages. Il y a plusieurs choses. Que Nicolas Sarkozy exprime des regrets, qu'il se dise j'ai peut-être manqué certaines choses. Quand on voit le bilan, quand on voit le constat, c'est un peu normal. L'inverse serait très inquiétant. Après, que Nicolas Sarkozy envisage de faire autre chose, et notamment d'aller vers ce qui lui plaît le plus, sans doute, c'est-à-dire faire de l'argent. Il l'a dit, il veut faire de l'argent. Ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve Nicolas Sarkozy s'il perdait l'élection présidentielle de 2012 dans un cabinet d'avocats à Miami, où il pourrait faire son bling-bling comme il le veut. Rappelez-moi quel est le métier de Marine Le Pen. Elle fait quoi dans la vie, Marine Le Pen? Elle est avocate. Je lui souhaite, oui, mais disons que Nicolas Sarkozy a exprimé le vœu de faire de l'argent. Il l'a dit, après la politique. Donc, à défaut d'avoir fait gagner de l'argent à la France, parce que lui en a fait perdre beaucoup, je lui souhaite, lui, d'en gagner. Alors, on va parler un peu de Marine Le Pen, de la stratégie du Front National. On a vu des crispations ces dernières semaines, l'affaire sans doute des signatures qui a l'air en effet d'être un peu compliquée. Il n'y a peut-être pas que de la stratégie de communication là encore derrière tout ça. On a vu Marine Le Pen un peu agressive, on va dire, avec mes chers confrères de France Inter, Anne-Sophie Lapix de Canal, alors que d'habitude on disait qu'elle était très à l'aise et que justement, elle était un peu la coqueluche des médias. Est-ce qu'il y a un moment, je dirais, Julien Rochdy, qui est un peu un passage à vide, un peu pour Marine Le Pen, quand les autres candidats anti-système continuent à progresser? Ah non, mais c'est tout l'inverse, justement. C'est précisément parce que Marine Le Pen n'a eu de cesse de monter dans les sondages ces dernières semaines et notamment ces derniers jours, qu'il y a eu une crispation des médias qui suivent la plupart du temps les ordres qu'on leur intime et qui se sont justement montrés beaucoup plus. Je ne crois pas ailleurs non plus, honnêtement. Bah bien sûr que si. Vous savez quand même que les médias appartiennent à 5 familles. Les médias français appartiennent à 5 familles en France. Mais je crois que quand Anne-Sophie Lapix refait les comptes, ça n'a rien à voir avec... Mais elle s'est trompée en l'occurrence sur les comptes. On les a refaits plein de fois et c'était justement elle une posture pour elle parce que quand on fait les comptes complets, ça coûte 11 milliards. Mais vous nous dites, Marine Le Pen est aussi détendue qu'il y a quelques mois. C'est pas qu'elle est, c'est qu'on l'attaque beaucoup plus parce que le système s'emballe. Justement, le système a peur parce qu'elle monte. Les gens voient bien. Je sais qu'à l'UMP ils font des enquêtes là-dessus. Ils voient bien que les gens sont très énervés, en ont marre et veulent changer, veulent une véritable alternative que seule Marine Le Pen peut proposer. Donc ils sont très inquiets et le système se dit il faut à tout prix attaquer le plus possible Marine Le Pen et c'est ce qu'ils font dans les médias. Et forcément quand vous êtes attaqué tout le temps, vous vous énervez. Et il suffit d'ailleurs pour le vérifier de constater le comportement qu'a eu justement cette Madame Lapix avec François Bayrou la semaine suivante, où François Bayrou qui n'a rien dit, dont le programme était une vacuité totale, a été accueilli avec de grands sourires et il n'a jamais été attaqué. Alors que Marine Le Pen, qui venait de chiffrer son projet,
s'est fait attaquer comme pas possible. Donc cette espèce de 2 poids 2 mesures, vous savez, ça explique beaucoup de choses. Jérémy Coste. Moi, je souhaite que Marine Le Pen ait ses 500 signatures, je souhaite qu'elle soit dans le débat politique et je souhaite que les Français voient que Marine Le Pen, c'est la candidate de l'exclusion, la candidate de la division, alors que les Français ont besoin de se rassembler. Et franchement, je souhaite également qu'on puisse instaurer la proportionnelle à l'Assemblée nationale et au Parlement pour que des députés Front National soient aussi dans cet hémicycle et qu'ils le soient face à leurs responsabilités. Les Français verront ce qu'ils voteront à ce moment-là et verront exactement ce qui s'est passé aussi dans leur assemblée territoriale. Ils verront l'irresponsabilité du Front National. Camille Benas, est-ce que vous êtes d'accord pour que Marine ait ses signatures, que ce soit important que Marine Le Pen les ait? Excuse-moi Camille, juste là-dessus. Rapidement, parce que c'est quand même très étonnant parce que nous étions prêts d'obtenir une mairie à Hénin-Beaumont et tout le système UMP, PS, Centre se sont vite rassemblés et ont fait un front pour empêcher justement que nous prenions la ville. Donc c'est peut-être que finalement ils avaient peur qu'on prenne la ville, qu'on mène de bonnes réformes et qu'on la gère bien. Non, justement, on n'a pas envie que le Front National soit aux manettes dans les collectivités. Par contre, je veux qu'il soit à l'Assemblée, puisque visiblement des Français ont envie qu'ils y soient. Vous êtes tous inquiets qu'on arrive un jour au pouvoir. Il faut que Marine Le Pen ait ses signatures. Bien sûr, il faut qu'elle ait ses... Il faut qu'elle ait ses 500 signatures, ça me semble normal, c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est pas de se balancer comme ça des attaques à la figure, comme on fait là ou comme vous faites à l'instant. C'est surtout de débattre et débattre du fond. Parce que je remarque juste sur ce plateau que vous dites, les uns vous attaquez Sarko, Hollande, etc. Sauf qu'en attendant, il n'y en a pas un de vous trois qui a évoqué la crise économique, la crise financière, la crise internationale. On l'aborde tous, sauf que moi je vois j'ai parlé de la croissance, j'ai parlé du protectionnisme, j'ai parlé de la dévaluation monétaire. Attendez, on n'entend plus personne. L'UMP parle très peu du Front National, comme si ils avaient envie de les ménager pour qu'ils fassent un bon score et qu'ils apportent leur voix au président de la République donc au second vous remarquez tour. que là, hop, on est reparti sur des considérations de personnes. Oui, alors pour conclure, est-ce qu'on peut juste dire que le plus important, François Bayrou et le Centre sont le meilleur barrage au Front National. Camille, un mot, parce que je voudrais qu'Edgar nous dise s'il souhaite que Marine Le Pen soit représentée à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord pour se dire que l'important, c'est le bilan, c'est les réformes qu'on a faites, c'est de parler de ça, c'est le projet d'avenir et non pas de savoir. Parce que c'est l'UMP qui Allez, un mot, le mot de la fin. Simplement, est-ce que je... Vous êtes incapable d'avoir des propos. Est-ce que je souhaite ou pas que Marine Le Pen se présente à l'élection présidentielle? Bah écoutez, si elle arrive à obtenir ces 500 signatures, bien sûr la démocratie pourra s'exercer, mais simplement dire que je me pose la question... On a compris, merci. On reçoit tout de suite Catherine Pégard, la présidente du Château de Versailles.